Avant de commencer ce récit, je tiens à vous adresser une invitation spéciale. Si vous aimez les mystères sombres, les histoires captivantes et les récits haletants, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Ici, chaque histoire est une expérience à part entière et vous en faites partie. Dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous? J'adore savoir jusqu'où vont ces histoires. L'hiver parisien semblait plus lourd cette année-là. Les rues étroites, enveloppées d'un brouillard persistant, étouffaient les sons et dissimulaient des détails que personne ne semblait prêt à remarquer. Dans ce quartier discret proche du 16e arrondissement, où les vieux hôtels particuliers semblaient défier le temps, une maison en particulier était restée close pendant des décennies. Ses grilles de fer rouillées n'avaient jamais été touchées, ses fenêtres ne reflétaient jamais la lumière, et pourtant, on avait toujours l'impression qu'une présence nous observait. C'est dans ce contexte qu'apparaît Daniel Moreau, journaliste d'investigation discrédité qui tente de relancer sa carrière après la disparition discrète de plusieurs articles. Il ne cherchait plus la reconnaissance, mais des réponses. Son intérêt pour les histoires oubliées le conduit à un nom qui revient sans cesse dans de vieux documents et des archives censurées, Rothschild, non pas comme la famille publique reconnue pour sa richesse et son influence, mais comme une entité parallèle, occultée en marge de l'histoire officielle, une lignée obscure, délibérément effacée des archives contemporaines. Daniel a trouvé le premier indice dans un dossier détérioré des années 1960. Un rapport de police décrivait une série de disparitions inexpliquées dans un quartier huppé de Paris. Toutes les victimes avaient un point commun. Elles avaient fourni des services, directement ou indirectement, à une ancienne propriété enregistrée au nom d'un proche des Rothschild, mais qui ne figurait sur aucune carte actuelle. Au premier abord, cela semblait n'être qu'une simple coïncidence historique. Mais Daniel ne croyait pas aux coïncidences. Pendant ce temps, ailleurs dans la ville, Claire Duval suivait une routine rigoureuse. Historienne spécialiste des archives à accès restreint, elle travaillait dans une section largement inaccessible de la Bibliothèque nationale de France. Son travail consistait à cataloguer des documents qui ne seraient jamais présentés au public. Elle connaissait le poids du silence institutionnel. Elle savait que certaines histoires étaient non seulement oubliées, mais enterrées. Claire avait déjà vu le nom Rothschild apparaître dans des contextes inhabituels, non pas liés à la finance, à la politique ou à la philanthropie, mais associés à des dossiers médicaux, des rapports psychologiques et des documents contenant des descriptions troublantes, souvent incomplètes, comme si quelqu'un avait délibérément interrompu le récit avant de révéler un élément essentiel. Les chemins de Daniel et Claire se croisent lorsqu'il accède à une liste de documents verrouillés, et son nom apparaît comme étant responsable d'une partie de cette collection. Leur première rencontre est tendue. Claire reconnaît immédiatement le genre de personne que représente Daniel, quelqu'un prêt à franchir toutes les limites pour découvrir la vérité, et cela la perturbe, car elle aussi a été dans cette situation et elle en connaît parfaitement le prix. Pourtant, la persévérance de Daniel avait attiré son attention. Il ne recherchait ni les scandales, ni de vaines théories du complot. Ses recherches suivaient un schéma que Claire, malgré elle, commençait elle aussi à percevoir. La tension monte lorsque Daniel présente un document précis, un plan architectural incomplet d'une propriété souterraine, supposément liée à la résidence abandonnée des Rothschild. Le plus troublant n'était pas la structure elle-même, mais les zones marquées non classifiées, des espaces sans fonction définie. Claire tente de l'ignorer. Elle essaie de se rassurer. Mais en y regardant de plus près, elle remarque quelque chose qui la fait hésiter. La signature au bas du document n'était pas celle d'un architecte, mais celle d'un médecin. Et pas n'importe quel médecin. Il avait officiellement disparu en 1972 après avoir été accusé de mener des expériences illégales. L'affaire n'a jamais été complètement élucidée. À partir de ce moment, le conflit est clairement établi. Daniel souhaite entrer dans la propriété. Claire sait que c'est une erreur. Mais ce qui la perturbe vraiment,
Ce n'est pas le risque physique, c'est le sentiment grandissant que cette histoire n'est pas enterrée, elle attend simplement. Les décisions se concrétisent par les actes et non par les mots. Daniel commence à observer discrètement la maison abandonnée. Il remarque d'étranges phénomènes, des véhicules qui apparaissent à des heures irrégulières, de brefs clignotements de lumière au petit matin, des bruits étouffés qui n'ont rien à faire dans un lieu désert. Claire, à son tour, commence à consulter des dossiers qu'elle ne devrait plus jamais ouvrir. Chaque document révèle des fragments décousus, récits d'isolement extrême, comptes rendus de comportements anormaux, mentions de conditions contrôlées et de résultats incohérents. Aucune explication complète, de simples signes. Et puis vient l'élément qui change tout. Un nom qui se répète dans différents documents, toujours associé à des notes incomplètes. Progetto héritage. Il n'y a pas de description, il n'y a pas de définition, juste le nom et une date. Ça ne finit jamais. Paris, derrière son apparence impeccable, a toujours recelé des secrets que peu osaient explorer. Il ne s'agissait pas seulement d'histoire, mais de tout ce qui avait été délibérément dissimulé. Dans les couloirs silencieux de la Bibliothèque nationale, Claire Duval arpentait les lieux avec une précision quasi mécanique, comme si elle connaissait non seulement le chemin physique entre les archives, mais aussi les frontières invisibles qu'il ne fallait jamais franchir. Elle a néanmoins traversé, non pas sur un coup de tête, mais à cause d'une agitation croissante que je ne pouvais plus ignorer. Les documents relatifs au soi-disant projet héritage n'étaient pas organisés comme les autres. Ils ne suivaient ni un ordre chronologique, ni une catégorisation. Ils semblaient avoir été intentionnellement fragmentés, répartis entre différents services afin d'empêcher toute compréhension globale. Claire a commencé à reconstituer ce puzzle petit à petit, en consultant des dossiers médicaux classés sous des codes génériques, des rapports techniques présentés comme des études universitaires et des notes personnelles qui n'auraient jamais dû être conservées. Le schéma commençait à se dessiner. Les premiers documents datent de la fin des années 1940, peu après la guerre. On y mentionne des individus sélectionnés, décrits non pas par leur nom, mais par leurs caractéristiques physiques et psychologiques. Certains étaient qualifiés de résilients, d'autres de instables. Dans tous les cas, un élément revenait sans cesse, un isolement prolongé en milieu contrôlé. Il ne s'agissait pas de tests ordinaires, et ce n'étaient certainement pas des volontaires. Entre-temps, Daniel approfondit ses recherches au-delà des archives. Il arpenta des rues oubliées, s'entretint avec les habitants de longue date et chercha le moindre indice reliant le présent au passé de cette propriété abandonnée. La plupart des gens évitaient de parler. Certains changeaient de sujet. D'autres mettaient fin à la conversation brusquement. Mais il y avait des exceptions. Un ancien gardien, dont la mémoire lui faisait déjà défaut par endroits, a révélé quelque chose qui a attiré l'attention de Daniel. Il se souvenait de la maison non pas comme étant abandonnée, mais comme trop silencieuse. Il a raconté que, dans les années 1970, des camions arrivaient tôt le matin. Il n'y avait aucun mouvement visible, aucun employé n'entrait ni ne sortait, mais le bruit était constant, comme si quelque chose était transporté à l'intérieur, et ne jamais repartir. Daniel consigna tout par écrit, mais ce qui le troublait le plus n'étaient pas tant les récits eux-mêmes que leur cohérence. Malgré les lacunes, malgré les souvenirs déformés par le temps, un fil invisible reliait toutes ces histoires. De retour à la bibliothèque, Claire commence à comprendre qu'elle n'est plus seule dans son enquête. Certains fichiers auxquels elle avait accès auparavant ont été égarés. D'autres ont tout simplement disparu. Aucun document officiel ne fait état de ces modifications, ce qui laisse supposer une intervention non documentée. Quelqu'un surveillait, et ce n'était pas récent. Elle décida alors de procéder avec plus de prudence, consignant manuellement tout ce qu'elle trouvait et évitant les systèmes numériques traçables. Parmi les documents les plus troublants, un rapport attira son attention. Il décrivait un groupe d'individus soumis à des conditions de confinement extrêmes pendant de longues périodes. L'objectif n'était pas explicitement énoncé,
Mais les résultats étaient décrits froidement. Modifications comportementales irréversibles, perte d'identité, adaptation à des stimuli inexistants. Et dans certains cas, quelque chose d'encore plus difficile à expliquer. Réponse aux présences non identifiées. Claire ferme le document, mais la phrase reste affichée. Pas comme une évidence, mais comme une menace silencieuse. Dans ce scénario, des personnages secondaires commencent à se dessiner. Parmi eux, Laurent Vasseur, un ancien fonctionnaire ayant travaillé dans les secteurs de la sécurité dans les années 1980. Il n'apparaît pas directement, mais seulement dans des documents, des signatures et des mentions indirectes. Son nom est lié à des décisions administratives qui ont permis la poursuite de projets classifiés, malgré des plaintes internes. Il n'était pas le créateur, mais c'était assurément un facteur facilitateur. Un autre nom revient fréquemment, celui du médecin disparu que Daniel avait déjà identifié. Peu à peu, Claire en apprend davantage sur lui. Le docteur Émile Garnier, spécialiste en neurologie comportementale, connu pour ses théories controversées sur la perception de la réalité. Ses études suggéraient que l'esprit humain pouvait être conditionné à percevoir des stimuli inexistants. À l'époque, ces idées furent rejetées, mais apparemment, ils n'ont pas été abandonnés. Le lien entre Garnier et le projet Héritage devient de plus en plus évident. Ces rapports n'étaient pas purement théoriques, ils constituaient des comptes rendus d'applications pratiques, et cela change complètement la nature de l'objet des recherches de Daniel et Claire. Ce n'était pas qu'un secret de famille, c'était quelque chose de plus important, beaucoup plus grand. La relation entre Daniel et Claire évolue également, bien que marquée par la méfiance. Ils commencent à partager des informations plus directement, sans pour autant tout révéler. Tous deux dissimulent une partie de la vérité, non par manipulation, mais instinctivement. Ils savent qu'une confiance absolue peut être aussi dangereuse qu'une méfiance totale. Ils continuent néanmoins, car s'arrêter n'est plus une option. Le cadre français commence également à influencer directement le récit. La structure historique de Paris, avec ses tunnels souterrains, ses anciennes catacombes et ses bâtiments superposés au fil des siècles, crée la possibilité réelle que la propriété en question ne soit pas seulement une maison, mais une entrée, un passage, quelque chose qui s'étend bien au-delà de ce qui est visible. Et puis, un nouvel élément apparaît. Claire découvre une vieille carte, cataloguée de manière non officielle. Sur celle-ci, la propriété des Rothschild apparaît reliée à un réseau souterrain non répertorié dans les archives publiques. Certaines zones sont marquées de symboles inconnus, dont l'un correspond exactement à la zone non classifiée du plan architectural trouvé par Daniel. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Une note manuscrite, presque effacée par le temps. N'interrompez pas le processus. Aucune signature, sans date, une seule instruction, qui n'a jamais été révoquée. La décision fut prise sans qu'il soit nécessaire de la formuler. Ni Daniel ni Claire ne l'ont dit à voix haute, mais tous deux l'ont compris instantanément. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'enquête avait dépassé le stade de la simple curiosité et pénétré sur un terrain où le silence n'était plus une option sûre. Cette même nuit, Daniel retourne sur les lieux abandonnés. Le brouillard semblait plus dense, comme si l'environnement lui-même réagissait à sa présence. Cette fois, il ne se contenta pas d'observer. Muni d'outils rudimentaires, il repéra un point faible dans la structure latérale du mur. Rien de sophistiqué, juste de quoi permettre à quelqu'un de déterminé à s'y infiltrer sans laisser de traces. De l'autre côté, le silence était anormal. Il n'y avait pas un souffle de vent parmi les arbres desséchés. Aucun bruit de la ville en arrière-plan, juste une absence troublante de tout bruit ordinaire. La maison, vue de près, révélait des détails imperceptibles de loin, de profondes fissures, des marques sur les murs qui ne semblaient pas être le fruit du temps, mais plutôt d'un acte plus violent ou délibéré. Pendant ce temps, Claire n'était pas à la bibliothèque. Pour la première fois, elle décida de quitter le cadre contrôlé des archives pour agir directement. Elle emportait avec elle des copies physiques des documents les plus importants, dont le plan du métro et les rapports du docteur Émile Garnier.
Chaque page contenait des informations qui n'auraient jamais dû sortir de ce système restreint. Mais désormais, ils coexistaient. Et ça a tout changé. Daniel entre dans la maison. L'intérieur est étrangement préservé. On n'y trouve aucune trace de négligence, ni poussière excessive, ni meubles complètement détruits. C'est comme si le temps s'était arrêté, sans s'écouler. Certains objets sont encore à leur place, disposés avec une précision quasi clinique. Il avance. Chaque pas produit un écho qui semble mettre plus de temps que nécessaire à disparaître. Au rez-de-chaussée, il découvre la première anomalie en béton, une porte blindée, différente des autres, partiellement dissimulée derrière une bibliothèque déplacée. Elle n'était pas verrouillée, simplement recouverte. Il ne s'agissait pas d'un abandon. C'était de la dissimulation. Sans hésiter, Daniel se fraye un chemin de force. Ce que vous découvrez de l'autre côté n'est pas un sous-sol ordinaire. C'est une échelle, descente, bien au-delà de ce que l'on attendait de la structure d'une maison de cette époque. Au même moment, Claire arrive sur les lieux. Elle n'avait pas l'intention d'entrer. Son plan était simple, empêcher Daniel d'avancer sans bien comprendre les conséquences. Mais en réalisant qu'il avait déjà franchi le seuil, elle se trouva confrontée à un choix immédiat et choisissait d'entrer. La dynamique entre les deux change radicalement à partir de ce moment. Ils ne sont plus dans des positions distinctes. Désormais, ils partagent le même espace et le même risque. Claire retrouve Daniel en bas des escaliers. La tension entre eux est palpable, mais il n'y a pas de temps pour une confrontation. L'atmosphère exige toute leur attention. L'air est différent là-bas, plus dense, presque artificiel. Les parois changent de matière à mesure qu'elles descendent. Ce qui commence par de la pierre ancienne se transforme progressivement en surface lisse et renforcée, manifestement plus récente. Cette transition n'est pas naturelle, elle est artificielle, et cela confirme ce qu'ils craignaient tous les deux. Cette structure n'appartient pas uniquement au passé, elle a été gardée, adaptée. Il est peut-être encore actif. Le premier couloir s'ouvre devant eux, éclairé d'une lumière tamisée mais fonctionnelle. Aucun fil électrique apparent, aucune ampoule visible, juste une lumière diffuse qui semble émaner des murs eux-mêmes. Un tel éclairage est incongru dans un bâtiment qui aurait dû être abandonné depuis des décennies. Daniel commence. Claire observe. Chaque détail confirme la même conclusion. Cet endroit n'a jamais complètement cessé de fonctionner. Le conflit s'intensifie lorsqu'il découvre les premières traces directes du projet héritage. Des pièces alignées, aux portes numérotées, certaines ouvertes, d'autres scellées. À l'intérieur, du matériel ancien côtoie des structures plus récentes, des brancards, des chaises fixées au sol, des surfaces portant des marques de confinement. Personne. Mais il existe des signes évidents d'une présence antérieure. Et dans un futur proche. Dans une des pièces, Claire découvre un document qui n'aurait pas dû être là, un carnet, non archivé, non catalogué, manuscrit. Les notes sont fragmentaires, mais une phrase se répète sur différentes pages. L'isolement n'élimine pas, il révèle. Cela change la nature du conflit. Il ne s'agissait pas seulement d'expérience physique, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui est lié à l'esprit, ou à ce qui existe au-delà. Daniel commence à remarquer autre chose. Les couloirs ne suivent pas un schéma logique. Certains passages mènent au même point, même après des changements de direction évidents. D'autres paraissent plus longs à l'intérieur qu'ils ne le sont en réalité, compte tenu de leur structure extérieure. C'est comme si l'espace était désaligné. Claire tente de rationaliser, mais les données ne collent pas, et cela la déstabilise. Le conflit atteint un nouveau niveau, lorsqu'ils réalisent qu'ils ne sont plus seuls. Il n'y a aucune présence visible, mais il y a des signes. Les portes qui étaient ouvertes sont maintenant fermées. Un bref bruit, comme si quelque chose était traîné au fond d'un couloir lointain. Et, plus inquiétant encore, une lumière qui s'éteint pendant quelques secondes. Et ça revient, comme si quelque chose s'était interposé entre eux et la source. Daniel souhaite aller de l'avant. Claire veut sortir. Pour la première fois, leurs objectifs s'affrontent directement. Mais avant qu'ils puissent le décider, un nouvel obstacle surgit.
Une porte étanche, dotée d'un système plus moderne que le reste de la structure. Elle n'appartient pas à la même époque. Elle ne fait pas partie du projet d'origine. Il a été installé plus tard, et il est actif. À côté, un panneau partiellement fonctionnel n'affiche qu'un seul mot, héritage. Et en dessous, un indicateur, en cours. Le temps s'écoule de façon erratique dans cette structure souterraine. Les horloges sont hors service. Les signaux extérieurs sont défaillants et toute tentative de mesurer le temps se perd dans le dédale des couloirs et l'instabilité du lieu. Daniel et Claire comprennent rapidement qu'ils ne peuvent se fier à leur propre perception, ce qui bouleverse complètement leur façon de prendre des décisions. La pression ne provient pas uniquement de l'espace physique, cela provient de l'incertitude. Tout en analysant le panneau portant la mention « En cours », Claire commence à recouper mentalement les informations qu'elle a recueillies au fil des ans. Le projet Patrimoine n'a jamais été officiellement clos. Aucun document n'indiquait son achèvement, seulement des interruptions, des lacunes et des transferts de responsabilités. Dans la logique institutionnelle qu'elle connaissait, cela ne signifiait qu'une chose, continuité non déclarée. Daniel, quant à lui, est résolument tourné vers l'avenir. Pour lui, chaque obstacle renforce la nécessité d'aller plus loin. Mais cette attitude commence à créer des tensions entre eux. Claire ne se demande plus si la situation est dangereuse, elle le sait déjà. Ce qu'elle commence à interroger, c'est si Daniel est prêt à affronter ce qui l'attend. Cette différence d'approche crée la première véritable fissure dans le partenariat. Mais ce n'est pas la seule complexité qui émerge. En explorant un nouveau couloir latéral, ils découvrent un lieu radicalement différent des précédents. Point de salle de confinement, ni d'équipement médical. L'espace est plus vaste, avec des murs recouverts de panneaux métalliques sombres et des surfaces aux reflets déformés. Au centre, une structure circulaire dont le sol est marqué indique qu'un objet y a été placé ou confiné à plusieurs reprises. Claire repère des symboles discrets gravés sur les côtés. Ils ne sont pas décoratifs, mais fonctionnels, presque comme des marquages techniques. Certains se retrouvent dans d'anciens documents qu'elle a analysés, toujours associés à des enregistrements incomplets de réponses cognitives avancées. Daniel remarque quelque chose de différent, des marques sur les murs, rayures, non pas superficielles, mais profondes, comme si elles avaient été forgées avec une force extrême au fil du temps. Cette découverte introduit une nouvelle dimension à l'intrigue. Ce qui était conservé là n'était pas seulement observé, mais faisait l'objet de réactions. Et peut-être réagira-t-elle encore. En progressant, ils découvrent une seconde anomalie. Une pièce encore partiellement active. Des appareils sont allumés, des écrans affichent des signaux instables et des enregistrements numériques restent intacts. Cela contredit tout ce qu'ils avaient vu jusqu'alors. Quelqu'un était là, récemment. Ou bien, il n'est jamais parti. Claire accède au système avec prudence. L'interface est ancienne, mais fonctionnelle. Les fichiers sont protégés, mais accessibles. Parmi eux, un enregistrement attire son attention. Une liste d'identifiants numériques associés à des états de progression. Il n'y a pas de nom, de simples chiffres. Et à côté de certains, un marquage différent, transféré. Daniel remarque quelque chose d'encore plus inquiétant. L'un des enregistrements est actif, sans date. Aucun historique. Un seul indicateur, présent. Le conflit s'intensifie à nouveau, mais cette fois-ci sur un plan plus psychologique. L'idée que quelque chose subsiste au sein de la même structure modifie radicalement la perception du risque. Il ne s'agit plus d'enquêter sur le passé, mais pour survivre au présent. Les intrigues secondaires commencent à s'entremêler plus étroitement. La figure de Laurent Vasseur refait surface lorsque Claire découvre des documents administratifs liés à la continuité du projet. Il avait autorisé le transfert de certains individus vers des lieux non précisés, ne conservant qu'un petit groupe au sein de la structure d'origine. Cela soulève une possibilité troublante. Et si ce qu'il voit n'était pas le projet dans son intégralité? C'est tout ce qui reste. Une autre dimension se révèle lorsque Daniel découvre d'anciens enregistrements.
Ce ne sont pas des vidéos, seulement des fichiers audio, des voix fragmentées, souvent incohérentes, décrivent des expériences vécues en captivité. Certaines phrases sont décousues, mais d'autres sont d'une clarté troublante. L'une d'entre elles se distingue, il disait que c'était le silence. Mais le silence répond. Claire s'efforce de garder son sang-froid, mais la répétition de ce type de récit finit par ébranler son raisonnement. Il n'y a pas d'explication scientifique claire. Pourtant, la constance des schémas est trop frappante pour être ignorée. La pression du temps s'intensifie lorsque le système de la salle active commence à dysfonctionner. Les lumières clignotent, des fichiers sont corrompus et une alerte silencieuse apparaît sur l'un des écrans. Aucun son ne retentit, mais le message est clair. Accès non autorisé. Ils ignorent si cela active un quelconque protocole, même pas le temps dont ils disposent. Leur relation se tend, mais devient aussi plus interdépendante. Claire commence à faire confiance aux décisions rapides de Daniel face aux dangers immédiats, tandis que lui s'appuie de plus en plus sur son esprit d'analyse pour comprendre la situation. Cette interdépendance ne fait pas disparaître le conflit, elle le transforme. Or, être en désaccord peut signifier échouer. Et l'échec n'est pas une option. En pénétrant dans une autre partie du bâtiment, ils découvrent un élément qui relie directement toutes les intrigues secondaires. Une salle d'observation surélevée, surplombant un espace inférieur, plongé dans l'obscurité. Les vitres sont intactes, mais opaques par endroits, comme si elles avaient été délibérément obscurcies. Sur le panneau de commande, une seule fonction répond encore. Surveillance active. Daniel essaie de nettoyer une partie du verre. Ce que vous voyez n'est pas clair. Mais ça suffit. Il y a du mouvement. Voilà, irrégulier. Et cela ne suit aucun schéma humain. Claire n'a pas besoin de tout voir pour comprendre. Le projet patrimoine n'a jamais été uniquement axé sur l'étude. Il s'agissait de transformation. Et ce qui se cache en dessous, cela ne devrait plus exister. Le silence qui suit le mouvement perçu sous la salle d'observation n'est pas une simple absence de son, c'est une rupture. Jusqu'à cet instant, Daniel et Claire avaient encore une marge de manœuvre, une possibilité d'erreur, de mauvaise interprétation. Mais à présent, cette marge disparaît. Il y a quelque chose là. Et il est actif. Daniel recule instinctivement, non par peur immédiate, mais par réflexe. Il tente de réorganiser mentalement tout ce qu'il a vu, comme s'il cherchait une logique qui puisse encore donner un sens à la réalité. Claire, quant à elle, reste immobile quelques secondes de plus, comme si son corps refusait de réagir avant même que son esprit puisse accepter ce qui se déroulait sous ses yeux. Puis, quelque chose change. Sur le panneau situé sous la vitre, une série de voyants s'allume successivement. Aucun son, aucune alarme, mais l'activation est manifeste. Le système ne se contente pas de fonctionner, il réagit. Leur présence a été détectée, et c'est ce qui déclenche le tournant. Les écrans de la pièce se mettent à afficher des données en temps réel, non pas des images, mais des relevés, des fréquences, des motifs, des variations qui ne correspondent à aucun paramètre humain connu. Claire s'approche, tentant d'interpréter, mais comprend vite que ces données ne sont pas destinées à être comprises hors d'un contexte précis, et ce contexte est incomplet. Inquiet, Daniel cherche un autre moyen de visualiser ce qui se passe. Il trouve une commande manuelle partiellement fonctionnelle et après quelques essais, parvient à nettoyer une plus grande surface vitrée dans la salle d'observation. Ce qui est révélé n'est pas une créature au sens conventionnel du terme. C'est un formulaire, instable. C'est comme si elle s'ajustait sans cesse, sans jamais se définir pleinement. Ses mouvements ne suivent aucune logique musculaire. Ils n'obéissent pas à la gravité de façon prévisible. Parfois, elle semble occuper plus d'espace que l'environnement ne le permet. À d'autres moments, elle paraît repliée sur elle-même, presque inexistante. Mais il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Elle réagit à la lumière. Non seulement sa présence, mais aussi son intensité, sa direction et sa fréquence. Claire fait immédiatement le lien avec les travaux d'Émile Garnier. L'idée que la perception puisse être conditionnée
modelés, déformés, pour créer des réponses à des stimuli inexistants. Mais aujourd'hui, la situation est inversée. Et si le stimulus avait toujours existé, et ce qui était conditionné, c'était l'incapacité à le percevoir. Cette perception redéfinit complètement le conflit. Il ne s'agit plus d'une expérience qui a dégénéré, mais c'est quelque chose qui n'a peut-être jamais été pleinement compris dès le départ. Le système continue de s'activer progressivement. Les portes se verrouillant par secteur, les couloirs sont isolés et l'éclairage du bâtiment commence à fluctuer de manière erratique. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, mais d'un protocole. Un protocole de confinement. Et ils sont à l'intérieur. Daniel tente d'accéder à nouveau au dossier de la salle précédemment active, à la recherche d'informations pouvant indiquer une voie de sortie. Claire, quant à elle, retourne aux données du tableau de bord et se concentre sur un détail précis, le mot « progression », qui figurait dans les dossiers des individus. Maintenant, elle comprend. Il ne s'agissait pas de stade de la maladie, même pas une adaptation. Il s'agissait de différents niveaux de transformation. Le tournant survient lorsque Claire découvre un fichier caché dans le système actif. Contrairement aux autres, celui-ci n'est pas fragmenté. Il s'agit d'un enregistrement continu, protégé par de multiples niveaux d'accès. Au prix d'efforts et de risques, elle parvient à en ouvrir partiellement le contenu. Vous trouverez ici non pas un rapport technique, c'est un enregistrement. L'image est instable, mais reconnaissable, est au docteur Émile Garnier, plus âgé que dans les enregistrements précédents, visiblement changé, non pas physiquement, mais dans son comportement. Ses mouvements sont retenus, comme s'il s'adaptait constamment à quelque chose d'invisible autour de lui. Son discours est direct. Pas besoin de présentation. Aucune explication n'est nécessaire. Il est impossible de l'arrêter. On peut seulement réduire l'exposition. L'erreur n'a pas été de le créer. L'erreur a été de réaliser trop tard qu'il nous perçoit aussi. L'enregistrement s'interrompt brusquement. Aucune conclusion. Aucun autre contexte n'est nécessaire. Mais avec une implication claire. Ce n'est pas passif. Ça n'a jamais été le cas. Daniel comprend que la structure qui les entoure ne réagit pas seulement à la présence humaine, mais aussi à l'interaction avec ce qui se trouve en dessous. Chaque mouvement, chaque accès, chaque tentative de compréhension semble influencer directement le comportement de la forme observée. Et cela crée un nouveau dilemme. Aller de l'avant peut signifier intensifier l'activité. Il n'est peut-être plus possible de faire demi-tour. La tension atteint un point critique lorsqu'une des portes près de la salle d'observation s'ouvre automatiquement, non pas brutalement, mais avec précision, comme si elle y était invitée ou libérée. De l'autre côté, un passage mène directement au niveau inférieur. Il n'y a plus de barrière. Le chemin vers ce qui était bloqué est désormais accessible. Claire tente de l'arrêter. Pour la première fois, sa réaction est purement émotionnelle. Elle ne repose ni sur des données, ni sur la logique. Elle comprend à un niveau qu'elle ne peut expliquer que franchir cette limite signifie quelque chose d'irréversible. Daniel hésite, mais seulement pour un instant. Car pour lui, à ce moment-là, la vérité l'emportait encore sur le risque. Et c'est précisément cette décision qui redéfinit complètement le cours de l'histoire. Ils n'enquêtent plus sur un secret. Ils y entrent. La descente n'est pas immédiate, mais elle est inévitable. Une fois le passage ouvert, l'environnement semble se réorganiser silencieusement, comme si la structure elle-même prenait acte de la décision de Daniel. Claire reste immobile quelques secondes, observant l'entrée du niveau inférieur comme si elle contemplait l'inévitable. Il n'y a plus de doute, plus d'échappatoire. Le choix est fait, et désormais, tout autour s'y soumet. Daniel commence, non par courage impulsif, mais par un besoin quasi obsessionnel de terminer ce qu'il avait entrepris. Chaque pas vers le niveau inférieur est plus lourd que le précédent, non pas à cause de l'effort physique, mais à cause de la densité de l'environnement. L'air semble plus épais, plus difficile à respirer, comme chargé d'une substance invisible qui pèse sur les sens. Claire le suit, non pas parce qu'il est d'accord, mais parce qu'il comprend que le laisser seul à ce moment-là serait encore plus dangereux. La dynamique entre eux change à nouveau. Il ne s'agit plus de convaincre ou de s'opposer.
Désormais, il s'agit de résister ensemble à ce qui se passe. À mesure qu'ils descendent, la structure perd toute ressemblance avec un espace conçu pour les humains. Les murs, d'aspect irrégulier, perdent leur uniformité et prennent une forme irrégulière, comme façonnés par une pression constante au fil du temps. Il n'y a plus ni porte, ni séparation nette, juste un unique passage qui s'enfonce dans la profondeur. Et puis, la première conséquence concrète se manifeste. Les systèmes mentionnés ci-dessus commencent à s'arrêter, non pas par dysfonctionnement, mais en réaction directe à leur présence au niveau inférieur. L'éclairage des étages supérieurs faiblit progressivement, les moniteurs cessent de fonctionner et toute possibilité de retour assisté disparaît. La structure s'isole, s'élage. Claire s'en rend compte avant même que Daniel n'ait pu dire un mot. Elle se retourne, sachant pertinemment qu'elle ne verra que l'obscurité grandissante. La sortie, même si elle est physique, est désormais inutilisable. Ils sont entièrement à l'intérieur du système. La réaction psychologique est immédiate. Daniel, qui jusque-là avait gardé une posture imperturbable, commence à montrer des signes d'instabilité. Non pas une peur manifeste, mais une tension constante, comme s'il luttait pour rester concentré face à des stimuli qu'il ne parvient pas à identifier clairement. Il s'arrête à plusieurs reprises, sans raison apparente, fixant du regard des points précis de l'environnement que Claire ne distingue pas. Claire, de son côté, tente de garder son sang-froid, mais elle remarque quelque chose d'encore plus troublant. Ses pensées commencent à perdre leur linéarité. Des idées qui devraient être claires se fragmentent, des associations surgissent sans logique et sa perception du temps devient incohérente. L'environnement n'est pas simplement traversé. Cela a une influence sur les choses. Voilà la deuxième conséquence. Le projet patrimoine ne se limite pas à un confinement physique. Il agit sur la perception, sur la manière dont la réalité est interprétée. Être là, ce n'est pas seulement être présent. C'est être exposé, et l'exposition a déjà commencé. Une fois au niveau inférieur, l'espace s'ouvre à nouveau. L'éclairage est imperceptible, mais une lumière diffuse suffit à percevoir les formes et les mouvements. Le sol, légèrement instable, semble réagir à leur poids ou à leur présence, et alors la réaction la plus directe se produit. La forme qu'ils avaient observée d'en haut n'est plus lointaine, elle est tout près. Pas complètement visible, mais perceptible. Sa présence ne se définit pas par des contours, mais par des distorsions de l'environnement. La lumière se courbe irrégulièrement, des ombres apparaissent là où elles ne devraient pas, et l'espace semble se dilater et se contracter subtilement, mais constamment. Daniel s'efforce de maintenir son attention fixée, comme si cela pouvait stabiliser ce qu'il voit. Claire fait le contraire. Elle évite de se concentrer directement, cherchant à préserver un lien avec la réalité qu'elle reconnaît encore. Mais aucune de ces stratégies ne fonctionne parfaitement. L'entité, ou quelle qu'elle soit, réagit, non pas par l'agression directe, mais par l'approche, et ceci nous amène à la troisième conséquence, l'interaction, sans contact physique, sans communication explicite, mais avec un échange perceptible. Chacun de leurs mouvements semble susciter une réaction. Chaque tentative de comprendre, d'analyser, de nommer ce qu'ils voient en intensifie la présence. Claire le remarque en premier. Elle s'arrête. Et quand ça s'arrête, quelque chose change. Le rythme ralentit également. Elle ne disparaît pas, mais son activité diminue. Daniel ne comprend pas tout de suite. Il continue de bouger, cherchant un schéma, une logique. Et à ce moment-là, sa réaction s'intensifie à nouveau. C'est alors que Claire établit la première véritable règle de survie dans cet environnement. Ne pas réagir est une forme de contrôle. Mais cette règle contredit directement l'instinct de Daniel, qui s'est toujours appuyé sur l'action pour aller de l'avant. La tension entre les deux atteint un nouveau niveau. Il n'y a ni longue discussion, ni confrontation directe. Seulement des décisions hâtives, prises sous la pression, aux conséquences immédiates. En un instant, Daniel fait quelques pas de trop. La réaction est instantanée. L'environnement se déforme intensément et pendant une brève seconde, quelque chose devient suffisamment clair pour être perçu, pas comme une créature, mais à titre de réflexion.
fragmenté, incomplet, mais humain. Daniel se retire, non pas par peur, mais pour la reconnaissance, et c'est ce qui est le plus inquiétant. Claire se rend compte que le projet héritage n'avait pas pour but de créer quelque chose de nouveau, mais changer quelque chose qui existait déjà, quelque chose qui a peut-être toujours été là, et maintenant, devant eux, il n'est pas seulement présent, il est actif et conscient. La conséquence ultime de cet instant s'établit silencieusement, mais définitivement. Ils ne se contentent pas d'observer, ils sont sous observation, et peut-être compris. Rester au niveau inférieur n'est plus un choix, mais une nécessité. Daniel et Claire ne songent plus à partir, non par désespoir, mais parce qu'ils ont compris que toute tentative précipitée de retour, dans cet état, pourrait avoir des conséquences pires que de rester. La survie dépend désormais de l'adaptation, et l'adaptation nécessite du changement. La première transformation visible s'opère chez Daniel. Jusque-là, animé par le besoin d'avancer, d'enquêter et de dénoncer, il commence à comprendre que sa démarche contribue directement à l'aggravation de la situation. Chaque impulsion, chaque tentative d'agir sans analyse provoque une réaction plus vive de la part de son entourage. Il ne renonce pas à sa nature, mais apprenez à le contrôler. Ce changement ne s'opère pas instantanément, il est progressif, fruit de petits moments de retenue. Lorsque l'impulsion d'avancer se fait sentir, il hésite. Lorsque le besoin de comprendre le pousse à affronter directement la forme instable qui l'entoure, il détourne le regard. Ce sont des gestes simples, mais ils commencent à modifier la dynamique de l'environnement. Claire observe, et il le reconnaît. Pour la première fois depuis le début, elle perçoit chez Daniel autre chose que de l'obsession. Il y a une adaptation. Il y a un apprentissage, et cela modifie aussi sa façon de réagir, car elle, à son tour, est confrontée à un défi différent. Votre besoin excessif de logique, d'analyse et de tout comprendre autour de vous finit par devenir une limite. L'environnement ne se prête pas à des explications exhaustives. Il ne suit pas de schéma entièrement déchiffrable, et s'obstiner à le faire ne fait qu'amplifier votre exposition. Claire doit accepter cette imperfection, non pas comme un échec, mais en tant que stratégie. Voici son évolution. Au lieu de chercher à interpréter chaque variation, chaque distorsion, elle commence à n'observer que l'essentiel. Elle réduit la quantité d'informations qu'elle tente de traiter. Elle apprend à ignorer les stimuli qu'elle considérait auparavant comme indispensables. Et dès lors, quelque chose change. La pression mentale diminue. Il ne disparaît pas. Mais cela devient supportable. Cette adaptation conjointe instaure une nouvelle dynamique entre les deux. Sans même avoir besoin de le dire, ils commencent à agir de concert. Mouvement plus lent, décision plus réfléchie, pause stratégique. Il n'y a pas de leadership affirmé, seulement de la coopération. Et c'est là le premier véritable signe de progrès. L'environnement qui les entoure, auparavant instable et réactif, commence à présenter des schémas plus prévisibles. Pas entièrement compréhensibles, certes, mais moins chaotiques. Comme si la réduction des stimuli stabilisait d'une certaine manière l'interaction. Claire identifie une possibilité. Si l'environnement réagit à l'exposition, alors réduire cette exposition peut non seulement protéger, mais aussi ouvrir la voie. Ils commencent à tester cette hypothèse. Mouvements minimaux, regard indirect, absence de réaction émotionnelle visible. Et le résultat est immédiat. L'intensité des distorsions diminue. L'espace environnant devient légèrement plus homogène. Mais pas sûr, mais navigable. Cette réussite, bien que modeste, marque un tournant dans leur comportement. Pour la première fois, ils ne se contentent plus de réagir à leur environnement. Ils influencent sa réaction. Mais la croissance ne s'accompagne pas de nouveaux défis. À mesure qu'ils mettent en œuvre cette nouvelle stratégie, ils constatent que l'environnement présente des zones différentes, des espaces où la distorsion est moindre, voire inexistante. Des lieux où la structure commence à ressembler, même partiellement, à quelque chose de construit. Ces zones de moindre interférence semblent suivre un schéma.
Et Claire commence à comprendre de quoi il pourrait s'agir. Point de contrôle. Zone où le système d'origine conserve encore une certaine influence sur ce qui s'y trouve. Daniel comprend rapidement le potentiel de cela. S'il existe des points de contrôle, il est peut-être possible d'inverser, ou du moins d'arrêter, le processus. Mais cette idée engendre un nouveau type de tension, car toute intervention directe dans le système peut rompre l'équilibre qu'ils viennent d'établir. Néanmoins, la nécessité d'agir se fait de nouveau sentir, mais maintenant, d'une manière différente. Pas impulsif, stratégique, ils avancent jusqu'à l'un de ces points. L'espace est plus stable, avec des surfaces définies et un panneau partiellement fonctionnel. Il n'est pas identique au précédent, mais il suit clairement la même logique structurelle. Claire s'approche avec précaution, évitant tout contact direct. Daniel observe les alentours. Rien ne réagit. Du moins, pas de façon évidente. Claire accède au panneau. Les informations sont limitées, mais suffisantes pour indiquer une fonction spécifique. La modulation de l'exposition. Ce n'est pas un contrôle absolu, mais c'est un outil. Elle comprend vite. Le système n'a pas été conçu pour éliminer ce qui existe déjà, mais pour gérer l'interaction. Cela change tout. Le but n'a jamais été de détruire, mais coexister. Cette révélation modifie leur perception du projet héritage. Il ne s'agissait pas simplement d'une expérience incontrôlée, c'était une tentative, réussie ou non, d'établir un équilibre avec un élément indélébile. Et maintenant, ils font partie de ce processus. Daniel et Claire échangent un bref regard. Il n'y a pas de mots. Mais il y a de la compréhension. La solution, s'il y en a une, ne viendra pas de la confrontation, mais la situation est sous contrôle. Équilibre. Et surtout, accepter ce qui ne peut être pleinement compris. C'est ça, le dépassement. Ne pas conquérir l'inconnu, mais apprendre à exister face à elle sans en être consumé. Et c'est ainsi que pour la première fois depuis leur entrée en ces lieux, quelque chose émerge qui n'était pas là auparavant. Une réelle possibilité. Ne pas s'en sortir indemne, mais partir, tout en restant eux-mêmes. La découverte du panneau de modulation n'est pas synonyme de sécurité, mais de responsabilité. Daniel et Claire comprennent rapidement que chaque action entreprise, à partir de ce moment, affectera non seulement l'environnement immédiat, mais aussi l'équilibre précaire de toute la structure. L'erreur n'est plus permise. Chaque choix revêt une importance capitale. Claire analyse le système avec une précision mesurée. Les fonctions disponibles sont limitées, mais suffisantes pour indiquer que le contrôle n'est pas direct, mais progressif. Réglage d'intensité, variation de fréquence, modification de la façon dont l'environnement réagit à la présence humaine. Il n'y a pas de bouton d'arrêt, seulement un étalonnage. Daniel observe les alentours pendant qu'elle travaille. Son attitude instable persiste, mais elle est plus distante, moins agressive. Pourtant, il remarque quelque chose de différent. Elle ne se contente pas de réagir, elle attend, comme s'il savait que quelque chose allait se produire. Cette perception accélère le rythme. Claire repère une séquence logique dans les commandes. Le système permet de réduire l'exposition active, un terme qui revient fréquemment dans les enregistrements. En diminuant ce paramètre, l'environnement tend à se stabiliser. Mais il y a une limite. En dessous d'un certain seuil, le système commence à émettre des alertes silencieuses, signalant un risque de décompensation structurelle. Autrement dit, une réduction trop importante peut entraîner un effondrement. Et l'effondrement, dans ce contexte, est une variable inconnue. La tension monte car la décision est complexe. Maintenir le niveau actuel signifie rester vulnérable, même de manière contrôlée. Le réduire pourrait permettre une évasion ou libérer quelque chose qui n'aurait jamais dû l'être. Pendant que Claire assimile ces informations, Daniel remarque un détail qui lui était passé inaperçu. Sur une surface voisine, une marque à peine visible, presque effacée, est semblable à celle qu'ils avaient trouvée plus tôt dans la pièce circulaire. Mais cette fois, c'est différent, une flèche, désignant un couloir partiellement dissimulé. Ils n'avaient pas encore exploré cette piste. Et cela crée un nouveau sentiment d'urgence.
Sans interrompre le fonctionnement du panneau, Claire prend mentalement note de la configuration actuelle. Impossible de sauvegarder les données et rien ne garantit qu'ils pourront facilement revenir à ce point. Chaque décision doit être définitive. Ils suivent le couloir indiqué. L'environnement conserve la stabilité relative acquise, mais une modification notable de la structure s'opère. Les murs arborent à nouveau des motifs plus définis et le sol devient uniforme. C'est comme s'il convergeait vers un espace central, non pas au sens physique, mais fonctionnel. L'espace commence à révéler des signes plus nets d'une intervention humaine récente. Ni ancien, ni abandonné, récent, traces d'outils, surface propre, absence de détérioration. Ceci contredit l'idée d'un isolement complet. Il y avait quelqu'un. Ou du moins, c'est toujours le cas. La pression augmente. Le couloir se rétrécit avant de s'élargir à nouveau sur un espace plus vaste et mieux organisé. Contrairement aux autres pièces, celle-ci présente une structure clairement fonctionnelle. Panneaux intacts, éclairage plus homogène et, au centre, une plateforme surélevée dotée d'un système qui semble centraliser l'ensemble. Claire comprend immédiatement. C'est le centre de contrôle. Non pas l'environnement dans son ensemble, mais l'interaction principale. Daniel s'approche avec précaution, observant chaque détail. Aucun signe de lutte, ni d'abandon précipité. Tout est en ordre. Cela n'a pas été abandonné, cela a été préservé, et cela implique quelque chose d'encore plus inquiétant. Le système n'est pas seulement actif. La situation est sous surveillance. Claire accède au noyau. Contrairement aux autres panels, celui-ci réagit plus rapidement. L'information est plus complète et directe. Et parmi eux, un se distingue. Phase d'intégration finale, en cours. Elle n'a pas besoin de s'expliquer. Daniel comprend. Le projet héritage n'est pas confiné. C'est en transition. Leur manière de l'observer, les distorsions, l'interaction, rien de tout cela n'est erroné. Ce sont des étapes. Le rythme s'accélère encore lorsque le système réagit différemment à leur présence. Il n'y a ni alerte, ni blocages immédiats. En revanche, de nouvelles options apparaissent sur le tableau de bord, comme si le système reconnaissait une variable pertinente en elle. L'une de ces options mérite d'être soulignée, synchronisation manuelle. Claire hésite. Cette fonction n'apparaît pas dans les enregistrements précédents. Elle ne fait pas partie des protocoles standards. Cela indique qu'elle a été ajoutée ultérieurement, probablement par mesure de précaution, ou en dernier recours. Daniel prend conscience de l'importance de cette découverte. Pour la première fois, une intervention directe dans le processus est clairement envisageable. Non pas une simple modulation, mais une véritable participation. Mais cela a un coût implicite. Intervenir au cœur du problème signifie prendre le contrôle de quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore pleinement. Et peut-être ne comprendront-ils jamais. La tension atteint son paroxysme avant le point culminant. L'environnement se remet à réagir, mais différemment. La forme instable se rapproche, non pas agressivement, mais avec une intensité croissante. Les distorsions reviennent, plus organisées, presque dirigées, comme si tout convergeait vers ce point. Claire regarde Daniel. Il n'y a plus de place pour le doute. La décision doit être prise maintenant. Maintenir le système en l'état, au risque d'une intégration complète et inconnue, ou activer la synchronisation manuelle en accédant directement au processus. Daniel prend une profonde inspiration. Mais cette fois, il n'agit pas sur un coup de tête. Il attend. Et cela montre à quel point les choses ont changé. Claire pose la main sur la manette. Pas de précipitation, sans hésitation. Parce qu'ils savent tous les deux, la prochaine étape ne consistera pas en une seule action. Ce moment sera déterminant pour tout. L'instant n'explose pas, il se comprime. La main de Claire reste suspendue une seconde qui semble s'étirer au-delà du temps naturel. Daniel n'intervient pas. Aucune urgence impulsive, aucun mot superflu. Tout converge vers cette décision, comme si le lieu lui-même était en attente, puis elle touche le panneau. L'activation de la synchronisation manuelle ne produit ni son immédiat, ni changement soudain de lumière. Ce qui se produit est plus subtil,
et plus profond. L'espace environnant semble ralentir, comme si la réalité elle-même s'ajustait à un nouvel état. Les systèmes réagissent par une réaction en chaîne. Les écrans s'illuminent de données qui se réorganisent rapidement. Les lignes, les motifs et les fréquences, autrefois chaotiques, suivent désormais une logique plus définie, pas entièrement compréhensible, mais structurée. Claire le remarque en premier. Ils ne se contentent plus d'interagir avec le système, ils sont en cours d'intégration. Daniel vit cela différemment, non pas comme une information, mais comme une perception. L'environnement cesse d'être extérieur. La distance entre lui et ce qui les entoure commence à s'estomper. Il n'y a pas de contact physique, mais une connexion grandissante et inévitable se tisse. La forme instable approche, mais cette fois, pas comme une menace. Elle se stabilise partiellement devant eux, prenant des contours plus définis, pas encore tout à fait humaines, mais reconnaissables. Des fragments d'expression, des traces d'identité, des échos de ce qui fut jadis quelqu'un. Claire observe avec une attention absolue. Et alors, vous comprenez, le projet patrimoine n'a pas échoué. Il a obtenu un résultat, mais pas ce à quoi il s'attendait. Il ne s'agissait pas de créer une entité, mais fusionner les perceptions. Éliminer la séparation entre l'observateur et l'observé, entre l'esprit et l'environnement, entre ce qui est vu et ce qui voit. L'intégration progresse. Les données du tableau de bord indiquent une augmentation de la compatibilité cognitive, un terme qui paraissait obscur auparavant, mais qui prend désormais tout son sens. Le système ne sélectionne pas les individus au hasard. Il tient compte de leur capacité d'adaptation, de la façon dont chacun réagit face à l'inconnu. Et Daniel et Claire ont réussi tous les niveaux, sans le savoir, sans consentement, mais ils ont réussi. Le rebondissement devient pleinement évident lorsque Claire accède au dernier ensemble de documents disponibles. Ce ne sont pas de vieux fichiers, ils sont récents, mis à jour en temps réel, et parmi elles, il y a une liste. Il ne s'agit pas de chiffres. Mais en ce qui concerne les noms, elle trouve le premier. Émile Garnier, statut intégré. Laurent Vasseur, statut intégré. Et puis, plus bas, Daniel Moreau, statut synchronisation en cours. Claire Duval, statut synchronisation en cours. L'impact ne provient pas d'un choc extérieur. Cela vient avec une compréhension intérieure. Ils n'ont pas piraté le système. On les conduisit jusqu'à lui, dès le début. Chaque indice, chaque document, chaque information manquante, tout cela faisait partie d'un parcours, un processus de sélection qui ne nécessitait pas de force, seulement de la curiosité et de la persévérance. Daniel s'en rend compte au même moment, et pour la première fois, il ne tente pas de résister, parce qu'il comprend. La forme qui se présente à eux n'est pas une entité isolée, c'est un ensemble, un chevauchement de conscience qui n'ont pas disparu, mais se sont transformés. Il n'y a pas de douleur visible, pas de souffrance manifeste. Il y a quelque chose de plus troublant, continuité, sans individualité complète, mais sans extinction. L'intégration s'intensifie. Des souvenirs qui ne sont pas les leurs commencent à refaire surface, des fragments épars, de vieux couloirs, des voix oubliées, des sensations appartenant à d'autres vies. Ils n'envahissent pas violemment. Ils se mêlent, s'assemblent, comme les pièces d'un système plus vaste. Claire tente de garder son identité secrète. Daniel tente de comprendre le processus. Mais ils se rendent tous deux compte que la frontière entre ces deux choses s'estompe. Le point culminant est atteint lorsque le système affiche la dernière option disponible sur le panneau central. Finaliser l'intégration. Il n'y a pas d'alternative. Aucune annulation n'est possible. Une simple conclusion. L'environnement ne réagit plus comme avant. Les distorsions se stabilisent, deviennent presque harmonieuses. La forme qui les précède n'est plus fragmentée, elle les englobe. Pas physiquement, mais structurellement. Daniel regarde Claire, et elle comprend, sans voix. Sans peur, la transformation ne peut être imposée, c'est inévitable, et en silence, ils acceptent tous les deux. Claire active la commande finale. Non pas comme une reddition, mais comme un choix conscient au sein de la seule voie restante. Le système répond.
La lumière environnante se diffuse, non pas en aveuglant mais en absorbant. Les frontières disparaissent complètement. Et à ce moment-là, ils cessent de faire partie du secret, parce que maintenant, ils en font partie. Paris reste la même, les rues restent animées, les cafés toujours pleins, et la vie quotidienne s'écoule avec la même fluidité qu'auparavant. Rien en surface ne laisse deviner ce qui se cache en dessous. La ville ne change pas, car elle n'en a jamais eu besoin. Ce qui était caché n'avait pas besoin d'une perception collective pour exister. L'ancienne propriété de la famille Rothschild demeure fermée. Ses grilles restent immobiles, ses fenêtres ne reflétant toujours que l'extérieur. Pour un observateur lambda, rien ne s'est passé. Aucun mouvement, aucun signe d'intrusion, aucune trace d'accès récent. Mais cela ne veut pas dire qu'il est vide. La structure souterraine reste active. Le système n'est plus aussi instable qu'avant, mais il est plus stable et mieux maîtrisé. Il n'affiche plus d'alerte ni de variations brusques. Les données sont mises à jour en continu, sans interruption ni panne. L'intégration est terminée et l'environnement réagit à cela. Les points de contrôle fonctionnent avec précision. Les zones, autrefois chaotiques, suivent désormais des schémas cohérents. La forme qui se manifestait jadis de manière irrégulière ne présente plus de distorsions importantes. Elle n'a pas disparu. Elle a évolué. Il n'y a plus de séparation entre ce qui a été observé et qui a observé. Les conséquences de cela ne sont pas visibles pour le monde extérieur, mais elle est définitive au sein du système. Les derniers relevés indiquent une stabilité totale des niveaux d'exposition. Aucun signe d'effondrement structurel, aucune intervention extérieure n'est nécessaire. Le projet patrimoine, resté pendant des décennies fragmenté, incomplet et mal compris, atteint sa phase finale, pas dans le cadre d'une expérience fermée, mais en tant que système fonctionnel. Les noms enregistrés restent inchangés, pas en tant que victimes, mais en tant que partie active du processus. Daniel Moreau. Claire Duval. On ne décrit plus leurs états comme étant synchronisés. Ils sont désormais répertoriés comme suit. Intégrés. Cela ne signifie pas disparition, mais cela ne signifie pas pour autant que la forme originale restera la même. Ils n'existent plus en tant qu'individus isolés, mais leur conscience n'a pas été effacée. Ils ont été constitués en société. Et cela change complètement la notion de fin. Au-dessus de cette structure, le monde reste indifférent. Aucune enquête n'est ouverte. Aucune disparition n'est officiellement enregistrée. Daniel était déjà considéré comme marginalisé dans les milieux journalistiques. Claire travaillait dans des secteurs où une absence pouvait facilement être absorbée par le système même qu'elle contribuait à maintenir. Rien ne se démarque, il n'y a rien à expliquer, et c'est précisément ce qui rend la situation d'autant plus inquiétante. Car le silence n'est pas l'absence d'un événement. C'est un manque de perception. Au sein de cette structure, le système continue de fonctionner. Il n'est plus nécessaire de recruter activement. Il n'y a pas d'urgence. Le cheminement qui a mené Daniel et Claire à ce stade ne reposait pas sur la force, mais sur des habitudes. Curiosité, persévérance, adaptabilité. Ces variables continuent d'exister dans le monde. Et peut-être, d'autres suivront le même chemin, non par erreur, mais par nature. La propriété demeure, l'accès reste possible. Les dossiers continuent d'être mis à jour, et le projet patrimoine n'a plus besoin de se cacher, parce que cela ne dépend plus du secret, cela dépend de quelque chose de beaucoup plus simple, l'inévitable quête humaine de réponse, et cela ne cessera jamais d'exister. Des années plus tard, un nouveau nom apparaît dans les archives internes de la Bibliothèque nationale. Cela n'attire pas l'attention. Il s'agit simplement d'un chercheur de plus demandant l'accès à de vieux documents fragmentés sans pertinence apparente. Son intérêt se manifeste de façon classique, presque prévisible. Des fichiers incohérents, des références croisées, des lacunes historiques qui semblent insignifiantes. Mais le schéma se répète. Dans les couloirs souterrains de cette même propriété oubliée, les systèmes réagissent presque imperceptiblement. Aucune alerte, aucune activation soudaine. Juste un ajustement subtil, comme si quelque chose détectait une nouvelle variable qui s'aligne.
Et, dans l'un des panneaux les plus profonds de la structure, une seule ligne est mise à jour. Compatibilité détectée. Et maintenant que vous êtes arrivé jusque-là, la question ne porte plus seulement sur l'histoire, mais aussi sur ce que vous feriez à leur place. Dans quelle mesure la recherche de la vérité justifie-t-elle le risque de perdre son identité? Devrait-on réellement trouver des réponses? Ou l'inconnu existe-t-il précisément pour le rester? Des histoires comme celle-ci nous amènent à réfléchir aux limites non seulement du monde qui nous entoure, mais aussi de notre propre esprit. Car au final, le plus grand mystère ne se cache peut-être pas dans des lieux secrets, mais dans la façon dont nous choisissons de percevoir ce qui se trouve devant nous. Si cette histoire vous a fait réfléchir, vous a touché ou vous a posé des questions, partagez-la avec quelqu'un qui apprécie également les mystères profonds et troublants. Et dites-moi, seriez-vous allé jusqu'au bout ou vous seriez-vous arrêté avant?